Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaye de vous faire un épisode dans lequel on vous décortique l'actualité sur ces magnifiques sujets. Et cette semaine, je suis accompagné de mon ami Paul Péton. Pour commencer, Paul, peux-tu rappeler à nos auditeurs ce que tu fais ? Alors, je suis AI Solution Architect chez Avanade, Avanade France, donc partenaire Microsoft, et toujours impliqué sur des projets autour des LLM. Ça ne s'arrête pas en 2024. On continue le LLM, on continue le RAG. Et pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis l'heureux fondateur de la société Datatask. Notre métier, c'est de construire des plateformes data pour nos clients et de leur permettre d'accélérer leurs projets data. Et c'est toujours des sujets super intéressants puisque on intègre finalement toutes les choses dont on parle ici dans ce podcast dans notre quotidien. C'est vachement bien. Alors, mon cher Paul, je te propose qu'on parle un petit peu d'IA et on va faire une rubrique qui, sans mauvais jeu de mots, pourrait s'appeler le coin des promptologues. Alors, promptologue ou prosgrammeur, donc tous les gens qui sont amenés à écrire ce fameux langage naturel pour interroger des modèles de langage. J'ai relevé un article qui peut avoir un titre qu'on pourrait qualifier d'aspiralien, donc on a bien cliqué là-dessus parce que ça s'appelle How to Cut RAG Costs by 80%. Donc 80% d'économie, ça fait envie à tout le monde, en utilisant la notion de prompt compression. Alors, il y a trois méthodes qui sont décrites dans cet article et je vous parlerai plus précisément d'un des outils associés. Le but, c'est quoi ? C'est de se dire finalement là on est facturé quand on utilise un endpoint d'Azure OpenAI ou chez GCP, on va être facturé au token. Je crois que d'ailleurs GCP facture au caractère. Mais en tout cas, on est facturé donc sur la longueur du prompt qu'on va soumettre et on sera aussi facturé sur la longueur de la complétion qui va être apportée par le modèle de langage. Mais en tout cas, on a cette maîtrise. Sur la complétion, on a un hyperparamètre qui s'appelle souvent max token. Donc on sait dire, allez, ne va pas plus loin que 200, 300, 400 tokens. Sur l'entrée, ça va être peut-être selon un peu les styles de langage des promptologues. Il y a des gens qui vont vouloir être verbeux, d'autres qui vont aller vraiment direct à l'essentiel, certains qui vont vouloir rajouter énormément de contexte ou d'exemples, ce qu'on appelle le few shot learning. Donc finalement, on est face ici à notre prompt de départ qui peut être quand même assez rapidement assez long. Et donc le but, c'est de le raccourcir, mais de le raccourcir intelligemment pour que le résultat reste le même. Alors, je mets un disclaimer tout de suite. On est bien d'accord qu'avec un LLM, on n'est pas dans l'univers de la répétabilité, que même avec le même prompt et même avec des températures à zéro, c'est-à-dire l'hyperparamètre qui maîtrise le côté déterministe, vous n'avez pas la garantie avec des endpoints du marché d'avoir la même réponse. Il pourrait y avoir un petit epsilon qui traîne quelque part au niveau du caractère aléatoire des réponses. Donc voilà, on est quand même ici principalement dans une démarche FinOps qui est de réduire le coût, mais avec la garantie de s'approcher de la meilleure réponse possible avec cette réduction de coût.
Donc trois méthodes possibles. La première s'appelle autocompressor. Donc le but ici, c'est de partir d'un prompt assez long et finalement de faire ce qu'on appelle des vecteurs de résumé. Donc on imagine prendre des paragraphes un petit peu longs de prompt et les résumer pour obtenir quelque chose de plus efficace. Qui c'est qui fait le résumé ? Effectivement, souvent ça sera un LLM puisque c'est des tâches sur lesquelles ils sont eux-mêmes assez doués. Donc on est bien d'accord aussi, deuxième disclaimer, que cette démarche-là commence à devenir intéressante d'un point de vue optimisation des coûts quand vous répétez souvent le prompt, enfin quand vous devez souvent le soumettre, parce que si vous commencez à avoir un coup de... Voilà. Quand on itère, ouais, c'est ça. Si tu as un truc itératif où tu reprécises des trucs, ainsi de suite, ça veut dire que là, tu gagnes énormément puisque tu reprocèdes, tu remets pas l'intégralité de ce que tu as écrit avant, quoi. Voilà. Mais si votre workflow, c'est de dire j'écris un prompt long, j'utilise un LLM pour le résumer et ensuite je soumets à mon endpoint, vous faites x2 sur les coûts, hein. Donc c'est vraisemblablement donc attention, on est bien ici sur des choses qui vont se répéter. Donc ça c'était autocompressor. Deuxième approche, selective context. C'est se dire que quand on écrit, on a sûrement des petits tics de langage ou des formes. Alors, je pense que c'est assez spécifique aussi à la langue, hein. Et en français, on le fait peut-être assez facilement. On va rajouter, comme je viens de le faire, une petite périphrase qui n'avait peut-être pas tant que ça de perplexité. C'est le nom de la métrique d'intérêt finalement dans le de ces mots dans le prompt. Et donc on va retirer la méthode donc ce qui dit selective context va venir faire du ménage et retirer des petits bouts de prompt pour avoir quelque chose de plus léger. Il y a même des gens qui vont plus loin. Ça, je l'ai pas encore testé vraiment à l'échelle, mais en retirant les accents, voilà, ça pourrait aussi permettre de gagner un petit peu. Alors, tu sais que j'ai lu un truc absolument extraordinaire, c'est que dans les embeds, le fait d'écrire bonjour avec une majuscule, c'était un seul token. Et d'écrire bonjour sans majuscule, c'est 2 tokens. C'est bonjour. C'est quand même assez fou, quoi. Donc tu te rends compte qu'effectivement, tu as une flopée de petites subtilités comme ça qui, toutes mises bout à bout, peuvent effectivement amener à ce genre de choses dont on parle à un instant, quoi, qui est que le nombre de tokens consommés peut monter énormément. Alors ce que je ne sais pas, ce que je mesure jamais, c'est si tu fais des embeds à partir d'un texte, est-ce que 2 fois d'affilée, c'est quoi le niveau de variabilité que tu vas avoir dans les embeds qui ont été générés quand tu passes 2 fois les mêmes articles pour créer des embeddings avec ça, quoi. J'aurais tendance à dire qu'il est beaucoup plus répétable, hein. Le modèle d'embeddings, a priori, l'espace de projection, il est existant, il n'a pas de variabilité dans celui-là. Là où il faudrait faire attention, c'est dans le processus de chunk, où là... nous, on a vu effectivement sur la qualité de réponse que la taille des chunks, les trucs comme ça, que c'était le paramètre à surveiller de manière très très forte. On s'est rendu compte qu'avec la taille de chunk, on arrivait à avoir beaucoup plus de précision sur le document source sélectionné quand on fait le RAG, en fait. Oui. Effectivement. Et alors, troisième méthode, où on va rester dans cette idée d'aller sélectionner les éléments les plus porteurs d'informations. C'est un framework sorti par Microsoft Research qui s'appelle LLM Lingua. Et alors, il y a une deuxième déclinaison qui est Long LLM Lingua. Et ici, en fait, qu'est-ce qui vient déterminer les éléments à conserver? C'est un autre LLM. Et alors là, il faut on est dans une démarche FinOps, hein, donc si je vous dis, allez hop, on rajoute une couche de LLM, bon, ça, c'est des dépenses en plus, mais là le but c'est de jongler justement avec des modèles qui seront moins coûteux, ou peut-être des modèles qu'on va réussir à héberger, ou qui ne seront pas sur du paiement à Mation, donc un Llama 7B, un Phi 2 là, de chez Microsoft, peut-être un Mistral 7B aussi, donc un petit modèle entre guillemets, un SLM, Small Language Model, donc qui va lui faire ce travail grâce à l'outil LLM Lingua, va faire ce travail d'identification des tokens les plus porteurs d'informations.
et ce qui va nous permettre de réduire à nouveau la taille du prompt général. Alors, un intérêt fort dans la réduction de la longueur du prompt, c'est d'éviter le phénomène qu'on appelle le lost in the middle. C'est pas le stuck in the middle pour les amateurs de musicale. Lost in the middle, c'est de dire qu'en fait, alors pour des raisons que je ne saurais pas expliquer réellement, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des explications qui sont sorties, mais on a tendance à oublier ce qui est le LLM. Le LLM a tendance à ne pas vraiment prendre en compte la partie qui se trouve au milieu des instructions. Il comprend bien le début, il se rappelle de la fin. C'est assez fou, ça. Presque de la psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais de récence en psychologie cognitive. C'est-à-dire que tu vas te souvenir de la dernière phrase que j'ai fait. Peut-être que tu te souviendras de la première phrase que j'ai prononcée au début de cet épisode, parce que on était encore frais, on n'avait pas trop faim, et par contre ce qui s'est dit au milieu, bon, voilà, c'est peut-être un peu plus flou. Et ben, il se trouve que les LLM ont ce fonctionnement, sans tomber dans l'anthropomorphisme. C'est dingue. Ouais, parce que mais c'est clairement un truc où on dit toujours les gens vont se souvenir des 30 premières secondes de conversation qu'ils ont avec toi et des 30 dernières, quoi. Donc, et effectivement, c'est assez dingue que ce truc-là se reproduise. Excellent. Voilà, donc trois techniques, un boucle qui propose, qui explique bien ces trois méthodes de réduction de prompt. Et c'est évidemment illustré à la fin avec comment, avec Llama Index, faire du prompt compression en travaillant là-dessus. Donc c'est bien illustré et ça vous permet d'aller faire une expérimentation pratique de la chose. Donc ça, c'est pas mal. Les trois méthodes étant comparées ensuite avec le niveau de compression qu'on arrive à obtenir. Cool, bravo. Alors, on parlait à l'instant justement de faire du RAG. Et donc pour les plus distraits d'entre vous, le RAG, c'est le fait de construire une base de connaissances plutôt que de fine-tuner un modèle en réentraînant le modèle, en ajoutant votre base de connaissances dedans. Qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous passez à la moulinette les documents sur lesquels vous pensez qu'ils vont être utiles à votre use case pour répondre. Vous passez ça à la moulinette, vous créez ce qui s'appelle des embeddings, et de ces embeddings, vous avez comme un pseudo moteur de recherche dessus. C'est-à-dire que quand on pose une question, on va chercher dans ces embeddings tout document, tout chunk, tout groupe d'embeddings qui pourrait apporter une réponse pertinente et donc enrichir le contexte avec lequel le LLM va travailler. Ça, c'est le RAG. Et donc, c'est quelque chose qui, sans être difficile, requiert un peu de travail pour le faire. Et puis il y a des gens qui se sont amusés, c'est un projet GitHub, à créer quelque chose qui s'appelle Embed Chain. Et Embed Chain, l'illustration est assez probante. Eh bien, vous allez créer une application Embed Chain et vous ajoutez un document dedans. Il va insérer dans une base ChromaDB l'ensemble de vos embeddings. Et puis derrière, vous pouvez faire une requête dessus. Et la requête donc va utiliser OpenAI, mais ça peut être, vous pouvez brancher ça sur un autre moteur. Va utiliser OpenAI pour disséquer votre question, aller savoir ce qu'elle doit aller chercher dans la base ChromaDB, et ensuite reformuler une réponse sur la base des documents récupérés. Et tout ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Et donc c'est plutôt bien fait, je trouve, comme produit. Alors je garantis absolument pas que ça tape pas un plafond de verre à un moment donné assez rapidement, mais au moins pour faire un petit démonstrateur, ça va permettre de faire des choses. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont même une UI qui est fournie avec, c'est-à-dire quand vous bootez le truc, ça vous fournit une UI dans laquelle vous pouvez aller poser un PDF par exemple, pour pouvoir interroger ce PDF, comme par exemple une facture d'électricité, mon cher Paul, ou un contrat d'assurance. Oui, alors c'est assez marrant, comme j'ai l'impression que c'est une sorte de LangChain Lite. Ouais, tout à fait. On peut faire ça, mais le coût de l'interface est bien vu, parce que c'est souvent ce qui manque pour faire l'effet waouh. C'est clair. On pousse le démonstrateur. Et ils sont allés à l'essentiel. Ils ont
Ils ont poussé un petit produit qui permet de faire ça en quelques lignes de commande. C'est toujours intéressant. Alors ça sera... je pense que c'est le même débat que la plupart des gens ont sur LangChain, c'est-à-dire que si on veut vraiment viser quelque chose de pour la prod, on va peut-être tout recoder sans s'appuyer sur ce type de framework. Bien sûr. Mais en tout cas, ça permet de vite bien comprendre les concepts, de tester, c'est intéressant. Et donc il y a des intégrations sur le site. Il y a des intégrations avec Langsmith, Chainlit et Streamlit, pour pouvoir faire des choses en collaboration avec ces produits-là. Donc c'est vraiment un truc, cette notion de full stack est super intéressante, où tu peux donc, comme j'ai dit, tu fais un localhost 3000 quand tu as booté le bazar, et crac, c'est parti, tu peux travailler dessus. Donc je veux bien voir ce que ça bouffe en termes de ressources, comment le truc se comporte, et ainsi de suite. Ça va être intéressant. Mais je trouve que l'initiative, effectivement, comme tu dis, pour crash tester une idée, ce genre de choses-là, c'est super intéressant. Il y avait aussi un autre truc qui permettait de faire tourner en local, c'était Ollama, qui permettait de faire tourner facilement des LLM en local. C'était un peu le Docker du LLM, c'était un peu vu comme le Docker du LLM, et ça permettait de faire des choses. Donc c'est toujours assez intéressant ce genre d'histoire. Alors là, on va rentrer dans le dur, le trapu. C'est un article que tu nous as partagé sur le Slack, Paul. Et c'est A Guide to Large Language Model Abstractions. Et là, faut être en forme, hein, quand même pour le lire. Hein. C'est dense. Il y a plein de choses. Et effectivement, quand on a un regard un peu surfacique sur le sujet, c'est pas inintéressant de descendre un petit peu d'un ou deux étages et d'aller regarder ce qui se passe. Et ça explique bien les différentes familles de Language Model Frameworks. Ça explique bien justement ce sujet de comment est-ce qu'on contrôle la génération. Moi, j'ai appris plein de trucs en le lisant. Vraiment quelque chose qui va assez loin. Et qui permet, ils disent, c'est marrant parce qu'il peut être dans le titre une notion d'abstraction, mais ça descend en dessous justement de ce qu'il y a à l'intérieur des abstractions, et ça passe en revue aussi les prompt engineering utilities comme LangChain et Llama Index. Donc vraiment une culture super forte de ce point de vue-là, quoi. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que le message principal, finalement, est de découper, de réaliser 7 couches qui vont de l'interface utilisateur, donc là où on va vraiment être en échange avec le modèle, jusqu'aux couches propres du réseau de neurones, hein, que un LLM, ça reste un réseau de neurones profond. Et donc on va aller par différentes couches, et alors la matrice qui croise ces couches avec les différents frameworks disponibles est vraiment intéressante, parce qu'elle va permettre de se rendre compte d'où on peut travailler. On voit que là, dans cette matrice, LangChain et Llama Index, par exemple, sont complètement équivalents sur les endroits qui vont aller, sur les couches qui vont aller taquiner par leurs outils. Là où des agents, des outils manipulant les agents dont on a déjà parlé ici, qui sont par exemple AutoGen ou BabyAGI, AutoGPT, vont être vraiment plutôt sur les couches les plus proches de l'utilisateur. Et alors moi je connais je connais pas les dernières, mais on retrouve dans les couches les plus profondes, on retrouve l'API d'OpenAI, et la toute dernière, c'est le transformer de Hugging Face, qui, alors, j'imagine, nécessiterait un fine-tuning de modèles, mais on a toute cette panoplie, cette gradation finalement des outils en fonction de l'endroit où on veut intervenir dans cette complexité que représente la génération de langage. La grande question par rapport à un tel document qui a été écrit, je pense en décembre dernier, quelque chose comme ça, c'est combien de temps il est valide ?
c'est la grande question qu'on peut se poser sur ce genre d'histoire, mais au final, je pense qu'il y a une immense majorité de ce qui est écrit là-dedans qui garde une super bonne valorisation et au final, c'est super intéressant. Il y a plusieurs matrices qui vous donnent notamment les niveaux d'abstraction, les choses comme ça qu'il peut y avoir dedans, et chacun des produits et qui redispatche des choses. Et il y en a une qui est en toute fin du document, après tous les exemples de code que vous pouvez avoir, qui elle reprend vraiment, permet de savoir, notamment avec des critères de fiabilité, de performance, de portabilité et aussi de capacité à étendre ce qui est fourni, parce que c'est toujours l'histoire, on le dit à chaque fois, quand il y a un super framework qui permet de faire des choses comme ça, comme ce qu'on voyait juste à l'instant avec notre embed chain là. À quel moment on tape un plafond de verre et qu'on ne sait plus rien faire avec, quoi. Et donc ils mettent aussi ce critère d'extensibilité et on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas de possibilité de compléter le framework avec des compléments, avec des choses complémentaires et que c'est indifférenciant. Mais ouais c'est ça permet quand même de comprendre, parce que j'en discutais avec quelqu'un pas plus tard qu'hier. Le vrai problème, c'est le fait de ne pas connaître beaucoup d'outils différents et d'essayer de répondre à un problème pas forcément avec le bon outil. Et c'est encore plus fort dans ce monde de l'AI et des AI gen, c'est qu'il y a des choses qui font des tels effets waouh qu'on a tendance à oublier qu'il y a d'autres trucs à côté qui peuvent répondre peut-être très différemment et qui peuvent être des réponses peut-être plus appropriées. Et donc là, ça permet quand même d'avoir un panorama qui sera sûrement pas exhaustif, mais qui permet de se dire, ben voilà, ok, on passe beaucoup de temps autour de LangChain et de la main index, mais il y a peut-être des choses qui peuvent, dans certains cas de figure, être bien meilleures et c'est évident, que ce que eux sont capables de faire, quoi. Et tu disais que tu posais la question de qu'est-ce qui viendra finalement, enfin jusqu'à quand sera valide cette analyse-là. Bah, peut-être que c'est le socle en fait qui lâchera en premier, c'est-à-dire que la couche de transformers, le mécanisme d'attention qui est sous-jacent au LLM, il a quand même un gros défaut, c'est sa complexité quadratique. C'est-à-dire que plus on va lui le mécanisme d'attention fait qu'en fait il faut comparer chaque mot finalement à l'ensemble de la phrase, et c'est la complexité quadratique en termes de calcul fait que qu'on est sans doute arrivé là avec les 175 milliards ou 200 milliards de paramètres de certains modèles. Il y a une limite qu'on ne franchira pas et il faudra changer d'approche. Et je pense que on va commencer à voir apparaître peut-être les premiers papiers de recherche des méthodes alternatives aux transformers dans le but de conserver des modèles de langage. Donc voilà, après, est-ce que ça chamboulera les couches supérieures qu'on trouve autour du prompt, autour de la UI, je sais pas, mais c'est peut-être le point aujourd'hui, le petit talon d'Achille finalement de ces LLM, il est aussi dans ce qui a permis de les faire émerger. On va parler un petit dernier outil là. C'est on parle souvent des bases pour faire pour faire des embeddings, et Pinecone en est une. Jusqu'à présent, Pinecone, c'était quoi ? C'était un binaire qu'on récupérait, ou c'était quelque chose comme ça, non ? Je me souviens plus exactement. Alors ça fait partie des vecteurs DB propriétaires. Hein. Donc tu parlais précédemment de ChromaDB, ouais, par exemple, donc qu'on peut utiliser de manière gratuite, ouverte. Pinecone, c'est dans les quelques éditeurs là, qui sont quand même assez sur le devant de la grande bataille des vecteurs DB qu'on a depuis un peu plus d'1 an. On l'utilisait, donc soit on passait par leur hébergement propre, soit prendre une déclinaison managée dans AWS, si je me trompe pas, et Azure. Et là, la nouveauté, c'est que Pinecone sort un mode de facturation en serverless et une approche finalement d'utilisation de leur vecteur DB en serverless. Donc, qu'est-ce qui va changer ? La façon dont c'est facturé, forcément. Et la facturation donc, ne se fera que sur les lectures, les écritures et le stockage. Alors, qu'est-ce que j'oublie quand je dis ça ? Parce qu'on pourrait ce que j'allais dire,
C'est à peu près surtout qu'on facture. Qu'est-ce qui reste ? En fait, il reste quand même quelque chose d'assez important pour que les recherches soient efficaces au sens de la rapidité, c'est les index. Parce qu'en fait, quand on commence à... imaginez, vous avez plein de PDF dans votre entreprise. Une page de PDF, ça fait 1000 tokens à peu près en français. On va aller, admettons qu'on fasse des chunks, 10 chunks par page. Commence à monter, on va se retrouver rapidement avec des millions de chunks vectorisés dans la vector DB. Et à partir de là, il va falloir commencer à faire des recherches quand des utilisateurs vont commencer à requêter ces bases. Donc la notion d'index est indispensable. Il y a des types d'index dédiés à ces vecteurs. Et donc là, ce qui est intéressant, alors j'ai l'impression que c'est vraiment managé, que la stratégie d'index est gérée complètement par Pinecone. Donc c'est eux qui prennent la main sur tout ce que je comprends sur la chose. Et pour le coup, ils ne le facturent pas. Donc ils ont dû... Donc en fait, tu leur pousses... tu fais quoi ? C'est toi qui fais tes chunks et qui leur envoie ? Tu fais tes vecteurs, je pense pas qu'il y ait de modèle d'embeddings intégré. Je pense qu'il faut pousser soi-même ces vecteurs. Après, donc on peut les interroger choisir les métriques de similarité pour les interroger, et on doit payer un petit prorata. Alors, donc on paye aux entrées, lecture et écriture, et sans doute un petit prorata au stockage de ce qu'on laisse quand c'est froid, hein, quand le serveur laisse et pas démarrer. Ouais, donc ils sont dans la vieille abstraction de storage, write units, read unit. Et foncièrement, donc le truc, il dit quoi ? Il dit si tu as 1 million de records, 10 000 queries par mois et 10 000 queries d'écriture par mois avec une dimension de 1500 en termes de vecteurs, c'est un truc qui va te coûter 5 balles tu vois. Voilà, tu as un one-time cost qui est l'upload, qui effectivement va être $22. C'est quand même pas neutre. Et après, alors je sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a query cost, write cost, et qu'il y a cette histoire de initial record upload? C'est pas évident là, à comprendre. Je pense que ça nécessite de rentrer un peu dedans là pour comprendre pour démarrer, il y a en ce moment il y a une offre de $100 là, qui est proposée pour ouais, $100 qui est effectivement proposé, mais je comprends pas l'histoire d'initial record upload. Ouais. Oui, c'est pas assez. Un tarif de base pour se lancer. C'est pas évident cette histoire. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas mal qu'il y ait et ça démontre d'une certaine maturité, qu'il y ait des services comme ça qui se créent, même si, je mesure pas, mais nous, on a fait récemment l'exercice de faire ça avec une base locale, avec une Chroma, je crois, ou un truc comme ça. Bon, ça se fait bien, hein. Je veux dire, c'est pas le truc le plus compliqué à manager que d'avoir des choses localement, quoi. Oui, le différenciant se fera sûrement sur justement peut-être la pertinence des index et les différentes métriques qu'on pourra avoir à disposition. On a tous un jour dû faire face au bazar inouï d'un Jupyter Notebook. Enfin, je dis tous. Tous ceux qui font des Jupyter Notebooks, ce qui est quand même déjà un subset de la population quand même restreint, faire des visualisations et se retrouver avec le sac de nouilles pas possible de ces visualisations quand on les exporte pour récupérer des fichiers. Avec ça, c'était infernal. Et puis, si on utilise 2 frameworks différents, ça marche pas pareil dans les cas des 2 frameworks et autres. Et donc, c'est un petit blog post là que j'ai vu qui dit comment est-ce que on peut ajouter un petit utilitaire à l'intérieur qui s'appelle tplot. Et tplot permet d'encapsuler en fait chaque fois les blocs avec lesquels on fait du plotting, qu'il s'agisse de Seaborn, qu'il s'agisse de Matplotlib, qu'il s'agisse de Pandas Plotter, enfin tous les existants.
et de faire qu'à un moment donné, on est capable de faire la sauvegarde vers des fichiers, de définir en dehors de ces blocs comment est-ce qu'on veut faire la sauvegarde. Est-ce qu'on veut faire du PNG, de l'EPS et autres. Et à un moment donné, de pouvoir rapidement structurer les choses pour faire que ça permette d'être beaucoup plus safe et de pouvoir retrouver, par exemple, dans un sous-répertoire, tous les exports de graphes générés, parce que nous c'est souvent un truc qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a un notebook, et on fait tourner le notebook et puis ça génère un certain nombre de graphes et souvent c'est le bazar, il faut renommer les fichiers après, enfin, alors que là, ce truc-là, il va être capable de vous dire, avant vous exécutez toutes vos créations de graphes à l'intérieur d'un bloc comme ça et ça va vous donner un nom consistant d'une fois sur l'autre pour faire ça. Et je trouve que le truc est... Alors c'est pas foufou comme truc, mais ça permet quand même de simplifier certaines choses. Si vous êtes comme moi encore à avoir pas mal de petits scénarios d'analyse pour aller chercher un truc qui soit dans des notebooks et avec lequel vous faites un graphe que vous allez ensuite intégrer ailleurs dans autre chose. Donc pour le coup, c'est pas mal fait. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et je suis en train de chercher l'information, sauvegarde en local, sauvegarde sur le serveur Jupyter éventuellement. Oui, je pense que c'est sur. Enfin, je l'ai pas testé, mais de ce que j'en lis, c'est que ça sauvegarde dans un fichier. Ça sauvegarde dans un répertoire type lots, là où s'exécute le code en fait finalement. D'accord. Ouais, enfin l'idéal effectivement, nous on a maintenant mis tous les notebooks, on les met dans un bucket S3, donc c'est à un moment donné, ce serait vachement plus facile si effectivement ça pouvait sauvegarder dans ce bucket S3, mais peut-être que c'est le cas. J'ai pas vérifié le repo, voir ce qu'ils disent là-dessus. Il y a une propriété à outdir. Mais effectivement... Non, je pense que ça reste encore dans le bon vieux format de le data scientist travaille toujours sur son poste de travail. Mais ce qui est intéressant, si vous versionnez vos notebooks sous Git, on est bien d'accord qu'on les versionne en vidant toutes les sorties de cellules avant, parce que sinon on s'en sort pas. Et si on vide les sorties de cellules, effectivement on perd les graphiques. Donc non, super outil. Moi, je pense que je vais aller tester ça assez rapidement. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal fait. Bon, c'est vrai qu'effectivement pour la génération de fichiers qui sont en local, nous on a fait un truc aussi où on a une petite routine qui copie les fichiers vers le S3 quand en sortie d'exécution, donc on a possibilité de récupérer ces trucs là, mais le fait justement d'avoir des fichiers qui sont consistants dans leur nommage et dans leur exécution, c'est quand même vachement bien, je trouve. Voilà. Mon cher Paul, dis-nous, où est-ce que nos auditeurs, qui ont eu beaucoup de plaisir à t'écouter dans cet épisode, peuvent te suivre? Alors, vous pouvez me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, bien sûr, sur LinkedIn aussi, où j'anime la page du Big Data Hebdo et la page de la Global AI Community France, où on cherche j'en profite pour passer l'appel, des speakers, speakerines, des personnes qui veulent bien venir parler d'un sujet de manière un petit peu tranquille, de bonne ambiance. Le midi, souvent, on fait ça avec un petit live LinkedIn et YouTube. On décortique un sujet d'IA. Donc appel aux speakers, vous me faites signe pour si vous avez quelques démos, un petit outil que vous voulez venir présenter à la communauté. Pour ma part, vous pouvez évidemment, comme Paul, me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, un petit peu sur LinkedIn aussi. Vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, aller lire le site de datatask.io. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode et on vous retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis.
Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.